Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Que voulez-vous, on s'amuse comme on peut, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 138. Et pour ce numéro, je vous propose de continuer un exercice que nous avons déjà attaqué. C'était le petit exo de colle numéro 138, donc un exercice du même numéro, c'est fait exprès. Et dans cet exercice, nous avons commencé l'étude d'un ensemble qui a été formé des racines que l'on peut atteindre, racines réelles, que l'on peut atteindre à partir d'un ensemble de polynômes que nous avons fixé. Et donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin sur cette étude. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit E, l'ensemble des polynômes à coefficient dans -1, 0, 1. On va considérer A, l'ensemble des racines réelles des polynômes non nuls de E, et on veut montrer que A est un sous-ensemble dense de l'ensemble B que vous voyez ici. Alors la première chose que j'aimerais signaler, c'est le niveau de cet exercice. Donc cet exercice peut très bien s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire. Alors en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup besoin d'outils de deuxième année de classe préparatoire. Ça serait mentir quand même de dire qu'il n'y en a pas besoin du tout. Il y aura quand même quelques outils de deuxième année de classe préparatoire à utiliser. Mais en soi, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir énormément de background en deuxième année de classe préparatoire pour pouvoir attaquer cet exercice. C'est juste qu'il est bon d'avoir fait quand même un bon nombre d'exercices, un petit peu de cette teneur, pas forcément du même genre, parce que c'est vrai que ce n'est pas un exercice commun que nous attaquons ici, mais avoir déjà fait pas mal d'exercices sur les polynômes et sur d'autres trucs analytiques assez classiques de deuxième année de classe préparatoire, histoire d'avoir quand même des bons réflexes. Mais voilà, sachez que même pour un étudiant de première année de classe préparatoire, il y a pas mal de choses qui peuvent être compréhensibles. En tout cas, pour la résolution que je vais vous proposer, on pourra s'accrocher même en étant en deuxième année de classe préparatoire. Et on peut aussi avoir quand même de bonnes idées en étant à ce niveau-là. Bien, alors la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que cet exercice fait donc suite à un exercice que nous avons démarré il y a peu. C'était donc le petit exo de colle numéro 138. Et dans cet exercice, nous avons déjà démontré que l'ensemble A, c'était un sous-ensemble dénombrable de B. Donc pour cela, je vais surtout utiliser deux points importants que nous avons démontrés dans ce petit exo de colle. Nous avons démontré des symétries sur les ensembles. Donc les symétries données par prendre l'opposé ou prendre l'inverse, quand cela est possible, bien sûr. Voilà, donc on a ces deux symétries qui apparaissent dans les ensembles A et B, on les a démontrées donc dans ce petit exo de colle numéro 138. Et l'autre truc que nous avons déjà démontré, c'est aussi l'inclusion. On a déjà démontré donc que A était inclus dans B. Et bon, je ne vais pas avoir besoin du fait que A soit dénombrable ici. On a démontré que A était dénombrable dans cet exercice, mais je vais surtout avoir besoin des deux premiers points pour pouvoir attaquer la densité. Si vous voulez donc revoir en détail la preuve de ces points-là, je vous invite grandement à aller jeter un coup d'œil au petit exo de colle numéro 138, et même en dehors de ça, étant donné que le petit exo de colle numéro 138 et l'exo de colle numéro 138 forment en fait un tout, un seul et même exercice, je vous invite quand même grandement à aller jeter un coup d'œil à ce petit exo de colle avant d'aller voir cet exo de colle, parce que voilà, c'est vraiment un ensemble. Et je pense que c'est important quand même d'avoir un petit peu touché aux ensembles A et B qui sont en jeu avant quand même d'attaquer cet exercice. Je tiens aussi à signaler que la fusion donc de ces deux exercices, c'était l'énoncé d'un seul exercice qui a été proposé cette année, en fait, donc année 2025, en oral XENS pour la filière MP. Donc bon, ça montre aussi en quoi cet exercice il pèse, et aussi en quoi cet exercice aussi sort un petit peu du commun, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant l'habitude que ça d'étudier un ensemble de racines que l'on peut atteindre étant donné un ensemble de polynômes fixés. Et donc là, c'est exactement ce qu'on nous propose de faire. Et pourtant, c'est assez joli comme type d'exercice, parce que ça montre, ça met un peu plus en valeur des outils qu'on a peut-être un peu moins l'habitude d'utiliser, donc notamment des outils du type relation coefficient-racine, qu'on a déjà un petit peu utilisé là-dedans, dans l'exo de colle, le petit exo de colle numéro 138. Et puis aussi des outils un peu analytiques relativement classiques qu'on pourrait utiliser en première année de classe préparatoire. Donc quand même, voilà, ça met en valeur pas mal d'outils qui sont pas, qui sont des outils relativement simples, si on s'y prend correctement, et qui pourtant, voilà, à travers cet exercice, paraissent en fait un peu moins simples, surtout si on n'a pas les réflexes correspondant à l'utilisation de ces outils. Alors, je me permets aussi de rappeler que cet exercice va terminer une série d'exercices qui a démarré avec le petit exo de colle numéro 137. Et donc, je vous inviterai aussi à aller ajouter un coup d'œil à ce petit exo de colle numéro 137. Je ne vais pas rappeler tout de suite
le résultat qui se cache derrière ce petit exocode numéro 137, mais je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil juste par vous-même, si vous avez le temps. Sinon, vous pouvez ne pas regarder cet exercice et essayer d'y réfléchir par vous-même avant d'avoir une indication. Parce qu'en fait, ce petit exocode numéro 137 va vous donner une petite indication de comment on pourrait procéder pour pouvoir démontrer le résultat d'aujourd'hui. Donc voilà en quoi en fait l'utilité de ce petit exocode numéro 137 se révèle. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire pour le moment? Alors j'aurais d'autres choses à dire, notamment quand je vais vous proposer un plan de résolution, parce que, bah, il y a des choses à dire. Et puis, bah, peut-être pendant la résolution aussi, il y a 2-3 petites choses que j'aimerais dire. Mais je pense que là, c'est suffisant pour le moment. Je vais vous inviter, donc dès maintenant à faire une pause sur la vidéo avant de vous proposer donc un plan de résolution, puis ensuite la résolution de cet exercice. OK, j'espère que vous aurez essayé. Alors je vais me permettre juste d'effacer les résultats précédents. De toute façon, on va s'en servir. Hop. Et je vais vous donner donc un plan d'attaque. Alors voilà le truc que je voulais dire là, concernant le plan d'attaque que je vais vous donner. Le plan de résolution que je vais vous donner, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Ah, comme d'habitude, hein, quand je veux proposer un exercice sur la chaîne, je m'amuse d'abord à essayer de le faire par moi-même, voir un petit peu si je suis capable déjà de trouver une résolution sympathique à proposer par rapport à cet exercice. Déjà, souvent, je trouve l'énoncé de l'exercice très sympa, mais après, voir si je peux pas trouver une résolution qui pourrait éventuellement être un autre type de résolution que ce qu'on pourrait trouver sur Internet. Et puis une fois que j'ai réussi, ou en tout cas que j'ai au moins des bonnes idées pour amener à une résolution, je me permets d'aller chercher sur le net, et ensuite bah, je compare la résolution que j'ai par rapport aux résolutions que je trouve, et ça me permet à la fin de trouver une résolution correcte, en évitant justement peut-être des petites erreurs, des petites imperfections dans la résolution que j'avais envie de proposer par rapport à la résolution que j'ai pu trouver sur le net. Donc bon, bah, je fais souvent ça parce que évidemment je suis un être humain et il n'est pas impossible que je fasse des erreurs, hein, n'oubliez jamais ça, tout le monde fait des erreurs, c'est comme ça la vie. Et donc, bah, j'essaie de faire de mon mieux pour qu'une fois que j'ai pu proposer une résolution qui me semble correcte, ou en tout cas des idées de résolution qui me semblent correctes, eh bien, en checkant avec ce que je trouve sur le net, je me permets de peaufiner cette résolution et à la fin d'amener une très belle résolution que vous voyez ensuite à l'écran. Eh bien, pour cet exercice, ça s'est passé un peu différemment. Donc comme je vous l'avais dit, à la base, je voulais faire un seul exercice. Et en fait, j'ai fait des enregistrements, pour le proposer en un seul exercice. Et je me suis rendu compte que cet exercice était très difficile. En tout cas, la première résolution que j'avais, était, assez hard en checkant sur internet, j'avais vu que cette résolution collait quand même avec, les idées que j'avais. Et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, ça doit être celle-là la résolution qui marche». Et puis en fait, bah, je me suis rendu compte, après avoir fait, ces premiers enregistrements et avoir rechecké, la résolution, qu'en fait, il y avait une bonne partie qui pouvait se simplifier. Une très grande partie même qui pouvait se simplifier. Et bon, cet exercice, ça n'empêche, reste d'une assez grande difficulté pour moi. Je pense que ça quand même, ça fait quand même appel à, de très bons réflexes et aussi à avoir une très bonne intuition parce que sans les indications des petits exos de colle d'avant, donc bon, surtout le petit exo de colle numéro 137 qui peut aider, sans cette indication-là, c'est assez compliqué de voir comment attaquer cet exercice correctement et surtout d'essayer de trouver cette densité. Alors, j'avais l'idée du type de choses qu'il fallait mettre en œuvre, mais par contre pour, justifier que ça marchait bien, j'avais vu une preuve qui collait avec ce que j'avais comme idée et qui était, vraiment très hard. Et puis finalement, en réfléchissant un peu, bah, j'ai réussi à trouver une résolution beaucoup plus simple et c'est celle-là que je vais vous partager et étrangement, je l'ai trouvée nulle part ailleurs. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des résolutions en lien avec cet exercice, donc déjà, voilà, et même en cherchant en anglais, hein, c'est très compliqué de trouver des choses. Là, par rapport à la résolution que je vais vous proposer, bah, je l'ai trouvée nulle part et pourtant, elle me semble tout à fait correcte. Donc bah, vous allez voir, hein, je vais donc vous proposer un plan en lien avec cette résolution, puis après, à la fin, je discuterai un petit peu plus de l'autre type de résolution que j'ai pu voir, heu, en espérant que ça sorte pas pendant que je suis en train de faire la résolution, ça serait bien. Bref, voilà le plan que je vais vous proposer. Le plan va être le suivant. Dans un premier temps, donc on va dire que ça va être une étape 0, on va se ramener à montrer, se ramener à montrer que, nous avons en fait, A inter 1 demi 1 et dense
dans 1 demi 1. Bon, cette première partie n'est pas hyper difficile, surtout avec les petites symétries que je vous ai rappelées rapidement par rapport au petit exocol 138. Là maintenant, on touche à un premier point qui n'est pas évident, et si vous avez vu ou si vous avez essayé de faire le petit exocode numéro 137, eh bien normalement avec ça, vous devriez avoir une bonne idée de ce que vous pourriez faire. En effet, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer, donc maintenant je vais prendre, je vous rappelle que je veux démontrer la densité, donc si je veux montrer la densité, ça serait bien de partir d'un élément qui est dans B, et de montrer qu'il existe une suite d'éléments qui appartient à A et qui tend vers B, enfin, vers l'élément qui est dans B, que j'ai choisi. Donc je vais partir de mon élément alpha dans B, et grâce au petit exocode numéro 137, je peux affirmer qu'il existe un sous-ensemble M de n étoiles, tel que, eh bien, je peux écrire 1 comme somme pour M appartenant à M, à grand M, de alpha puissance M. Donc j'ai une décomposition assez rigolote de 1 en puissance distincte de alpha. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser Pn, donc une suite de polynômes, Pn qui va être égal à 1 moins la somme des x puissance m pour m appartenant à grand M, m petit ou égal à n. Et puis je vais poser une éventuelle série, c'est pas obligatoire que ce soit une série, mais une éventuelle série qui serait donc 1 moins la somme pour m appartenant à grand M de x puissance m. Et donc, ce que je vais tout simplement vous demander de vérifier, c'est que la suite des Pn que j'ai construite et la fonction f sont bien définies. Donc, surtout la fonction f. Montrer que f est bien définie et c'est infini sur l'intervalle qui nous intéresse, donc c'est-à-dire 1 demi 1. Voilà la deuxième étape du plan que j'aimerais vous proposer. Et là, déjà, on voit se dessiner quelque chose d'assez intéressant. Et c'est à partir de maintenant que la résolution que je vais vous proposer va différer de la résolution que j'avais pu voir sur le net. Donc, hop, et en tout cas de la première résolution que j'avais en tête, mais qui finalement peut largement se simplifier. Alors, je suis en train de réfléchir. Je vais quand même avoir besoin d'un truc, donc je vais quand même le demander. C'est de montrer que la suite Pn converge uniformément vers f sur tout segment de l'intervalle qu'on veut, donc 1 demi 1. Bon, à vrai dire, j'aurais juste besoin d'une convergence simple. Voilà. Mais je vais vous demander un petit peu plus fort, parce que bon, ça fait pas de mal de revoir un petit peu les choses du cours. Donc là, montrer que Pn converge uniformément vers f. Donc ça, je pense que c'est assez sympa à faire. Et donc là, maintenant, c'est vraiment là qu'on va différer. Je vais vous demander de montrer qu'il existe... Alors, je vais peut-être l'écrire directement en quantificateur. Donc, montrer que... Deux points. Pour tout... Alors, qu'il existe... comment on peut l'appeler, M0 appartenant aux entiers naturels, tel que pour n'importe quel n supérieur à M0, il existe un unique bêta n appartenant à l'intervalle alpha 1, tel que, eh bien, on va avoir que Pn de bêta n, c'est égal à 0. Et de même, qu'il existe un unique bêta appartenant donc à l'intervalle, là cette fois-ci je vais quand même être un peu plus précis, donc l'intervalle 1 demi 1, tel que, eh bien nous avons, voilà, à vrai dire je peux mettre 1 demi 1, et puis je vais préciser de montrer que bêta n est supérieur ou égal à alpha. Je pense que ça peut être bien quand même de le dire. Et puis qu'il existe un bêta, un unique bêta tel que f de bêta est égal à 0, et que donc ce bêta ici est égal à alpha. Voilà, donc bon, voilà la deuxième partie assez rigolote que l'on peut démontrer, enfin troisième partie plutôt, que l'on peut démontrer concernant nos fonctions et nos suites, tout ça. Et puis quatrième partie, je vais vous demander de démontrer qu'en fait la suite des bêta n
que l'on peut atteindre à partir d'un certain M0, donc, la suite des bêta n converge et converge vers alpha. Montrer que la suite des bêta n converge vers alpha. Et donc 5, conclure. Donc voilà, voilà le plan que je vous propose de résolution. On y reviendra, hein, encore une fois, je le redis, on y reviendra peut-être après la résolution. J'aimerais quand même vous discuter d'une autre résolution que j'avais vue qui marchait, qui marche tout aussi, pas tout aussi, tout aussi bien au sens où on arrive quand même au résultat, mais qui demande à employer beaucoup plus de choses et beaucoup plus de techniques que la résolution que je vous propose ici. Et je suis assez étonné de ne pas avoir trouvé une résolution, en tout cas sur le net, de ne pas avoir trouvé une résolution qui correspondait à celle que je vous proposais aujourd'hui. Donc c'est quand même, voilà, je trouve ça assez étonnant. Et comme vous pouvez le constater avec les différentes sous-questions, mis à part, donc là, la vraie difficulté en tout cas dans cet exercice, je trouve c'est vraiment de penser à ça. Si vous n'avez pas en tête le résultat du petit exocode numéro 137, il est clair que ça, c'est pas évident à penser. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que les gens qui ont vu ce petit exocode numéro 137 ont pu peut-être essayer de sentir, puisque j'avais un peu divulgaché la chose, qu'il va falloir utiliser ça. Mais je tiens quand même à préciser que c'est pas évident d'y penser. Bon voilà, donc vous avez le plan d'attaque. Alors il y a une partie du plan que je vais devoir effacer parce que ça prend trop de place dans le tableau. Je vous invite à nouveau à faire une pause donc sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avec ce plan avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok. Alors on est parti pour la résolution. En tout cas, la résolution que j'aimerais vous proposer. Encore une fois, hein, la résolution que je propose n'est pas unique. Attention, déjà, elle n'est pas unique de base, mais il n'est pas impossible que vous trouviez d'autres résolutions. Et je serai toujours très content de voir d'autres idées de résolution qui sont proposées en commentaire. Donc pour cela, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Ça fera toujours des maths à discuter et je trouve ça toujours chouette. Bref, alors, notre question 0. Se ramener au cas où l'intervalle c'est 1,5, 1. Et bien là, on utilise les symétries. Tout simplement, plus le fait que 1 appartient à A. Donc en utilisant les symétries, on peut constater alors que, pour montrer que A est dense dans B, cela revient à regarder, donc la symétrie de l'opposé me dit que ça revient à regarder la densité de A. Ah oui, bien sûr, je peux aussi ajouter le fait que 0 est dedans. Donc ça revient à regarder en fait la densité de A dans l'ensemble donné ici. 0 est déjà dans A, donc on peut l'enlever. Et puis là, on utilise la symétrie de l'inverse pour voir qu'en fait, il suffit de regarder entre 1,5 et 1. A priori 1 pris, mais en fait on peut enlever 1 parce que 1 est dans A. Voilà, clairement on a x moins 1 et x qui sont des polynômes dans l'ensemble E et tout marche bien. Donc voilà, j'en dis pas plus, ça c'était pour le point 0. Le point 1, donc le point 1, alors voilà, on a notre construction, étant donné donc ce résultat du petit exocode numéro 137, on a nos polynômes, tout ça. Alors on demande donc de montrer ou de vérifier au moins que f est bien défini et que la fonction qu'on obtient, elle est c infini. Bon là, il faut constater qu'en fait, f est défini par une série entière. Par une série entière de rayons de convergence supérieur ou égal à 1. Alors je tiens à signaler que la somme qui est ici, elle peut être finie, donc ça veut dire qu'à la fin, f pourrait très bien être un polynôme, c'est pas impossible, mais il peut très bien aller à l'infini, mais si on va à l'infini, en fait c'est une sous-série, si vous voulez, de la série géométrique. Donc ça nous permet de vérifier en effet que le rayon est supérieur ou égal à 1. Donc, je vais le préciser, sous-série de la série géométrique classique. Et la série géométrique, on sait que son rayon c'est égal à 1. Voilà. Donc ça permet d'assurer qu'en effet f est bien défini sur le bon intervalle. Donc du coup ça veut dire que f est bien défini, je vais l'écrire, sur, hop là, sur l'intervalle qu'on demande ici, donc 1,5, 1. Et de plus, comme c'est une série entière, eh bien, automatiquement, une fonction sur son rayon de convergence, une fonction définie par une série entière sur son rayon de convergence est C infini. Et là, notamment, ça va être C infini sur l'intervalle 1,5, 1. Très bien. Alors maintenant, le point suivant.
Alors là, je vais vous demander un truc un tout petit peu plus fort que ce que je vais avoir besoin. Donc comme j'ai dit, je vais juste avoir besoin de la convergence simple. Là, je vais vous demander de démontrer la convergence uniforme. Enfin, en tout cas, je vous avais demandé de démontrer la convergence uniforme de la suite des Pn vers F. Alors, il suffit juste de constater en fait que pour, et sur tout segment, donc soit AB, un segment includant 1 demi, et je vais considérer bien sûr X dans ce segment. Alors, si je regarde la valeur absolue de Pn de X moins f de x, je me rends compte que je me retrouve avec le reste de la série entière qui est là-bas. Donc en fait, ça va être la somme pour m appartenant à grand M, m supérieur ou égal à n plus 1, dx puissance m plus 1. Il est assez clair de voir que terme à terme, donc le moins à sauter parce qu'il y a la valeur absolue, c'est assez simple de voir que terme à terme, ce qui va nous rester, c'est finalement... qu'est-ce que je veux dire en fait par terme à terme? Oui, donc terme à terme, je veux pouvoir majorer par un élément. Et donc, on peut majorer par b parce que les fonctions puissantes sont des fonctions croissantes sur les réels positifs. Et donc là, en l'occurrence, sur 1 demi. Donc ça, c'est inférieur ou égal à la somme pour m appartenant à grand M supérieur ou égal à n plus 1 des b puissance m. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un plus 1 d'ailleurs. C'est juste m. Et arrivé là, vous avez le choix. Soit vous pouvez dire la série, elle converge. Donc là, on a une suite de restes. D'une série convergente. Et donc là, vous avez une borne uniforme pour les éléments x qui sont dans le segment AB. Donc grâce à votre borne uniforme, vous pouvez affirmer, donc ce truc-là va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et du coup, vous pouvez affirmer en effet que la norme infinie de Pn moins f sur le segment AB tend bien vers 0. Voilà. Et donc ça vous donne bien la convergence uniforme. Soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez dire, cette série-là, vous pouvez la majorer par la série géométrique. Donc celle qui donne les b puissance k pour k allant de n plus 1 à l'infini. Et puis après, vous la calculez et vous voyez un peu plus facilement peut-être qu'en effet, la borne va tendre vers 0. Donc vous aurez encore une fois une borne uniforme qui va tendre vers 0. Donc voilà, on a une convergence uniforme sur tout segment, et ça implique aussi une convergence simple sur tout segment. Et bien sûr, ça implique aussi une convergence simple sur l'intervalle 1, 1,5. Cette convergence simple, on aurait pu aussi démontrer directement, hein, ça, bien sûr, puisque en fait, on a déjà dit tout ce qu'il y avait besoin de dire, surtout le fait que la série convergeait. Donc c'était ça le point le plus important. Bien, alors maintenant, on va rentrer donc dans les petits trucs rigolos. Maintenant qu'on a fait, en fait, là, on vient juste d'utiliser tous les outils de deuxième année de classe préparatoire. Ce qui va suivre, c'est surtout des outils de première année de classe préparatoire. Alors, ce que j'avais demandé en 3, c'était de montrer que les polynômes Pn, donc à partir d'un certain rang, je vais rappeler quand même l'énoncé, montrer qu'il existe un certain M0 entier naturel, tel que pour entier naturel peut-être non nul, tel que pour tout n plus grand que ce M0, il existe un unique bêta n appartenant à l'intervalle 1, 1,5, tel que, on va avoir P, enfin 1,5 plutôt, il faut le mettre dans le bon sens, sinon ça ne va pas, donc 1,5, tel que, nous avons P, Pn de bêta n qui est égal à 0. Et par la même occasion, on va montrer que bêta n est plus grand que alpha. Alors pour penser à ça, quand on voit un énoncé, surtout à partir de là, de ce genre, il faut penser TVI. Alors pourquoi on pouvait penser à TVI? Eh bien en fait, si vous regardez de plus près la tête de vos polynômes, donc polynôme est de votre fonction f, vous pouvez constater que si vous dérivez, vous allez vous retrouver avec une fonction qui va être négative. Et qui plus est, négative stricte sur l'intervalle 1,5, 1. En négatif strict, on peut le justifier parce que clairement, pour avoir cette égalité, il est clair que M ne doit pas être vide. L'ensemble M ne peut pas être vide. Et on pourrait même être un peu plus précis, il faut que M contienne au moins 2 termes. Pourquoi? Parce que alpha n'est pas égal à 1. S'il n'y avait qu'un seul terme, on pourrait constater que la seule racine qui est entre 1,5 et 1, s'il devait en avoir une, ça serait 1. Et là, ça pose problème. C'est-à-dire que toutes les valeurs que l'on a entre 1,5 et 1 vont être strictement positives. Voilà. Donc c'est quand même assez rigolo à constater. Donc je vais l'écrire. Donc M
n'étant pas vide, Pn', donc je vais préciser, donc Pn' est négatif ou nul pour l'instant. Pn' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x, donc pour tout n et pour tout x, parce que ça peut être égal à 0, hein, pour tout n entier naturel et pour tout x dans l'intervalle qu'on veut, donc 1 demi, 1. Ouais. Je vais tout de suite y aller comme ça. Alors pour tout n plus grand que le min de grand M. Donc ça, je vais l'appeler M0. Donc en effet, à partir du moment où j'arrive à M0, il y a au moins un terme dans mon polynôme qui est ici. Et du coup, en dérivant, je vais me retrouver avec ce terme-là négatif. Voilà, négatif strict. Donc c'est terminé. En effet, on a bien une dérivée qui est strictement négative, et ça veut dire que Pn est strictement décroissante. Strictement. OK? Et puis de plus, j'affirme que le cardinal de M, il est plus grand que 2. Pourquoi? Parce que si le cardinal de M est égal à 1, alors ça veut dire que f, mais aussi toutes les autres fonctions entre 2, notamment f de x, ça serait égal à 1 moins x puissance m0, donc le seul m qui serait présent, c'est le minimum, bien sûr. Et vous pouvez très vite constater que pour tout, pour tout x dans l'intervalle 1 demi 1, et bien alors f de x serait strictement positif. Or, on avait demandé à ce que f de alpha soit nul, puisque là, quand on regarde cette expression, à cause de l'égalité qui est ici, donc or, par construction, on a que f de alpha qui doit être égal à 0, sachant qu'alpha est dans l'intervalle. Donc contradiction. Voilà, donc on sait déjà que notre ensemble M doit contenir au moins 2 éléments. Ça, c'est vachement, je pense que c'est assez utile. Très bien. Et maintenant, qu'on a dit tout ça, j'affirme qu'en fait, à partir de ce M1, donc soit M1 égal au min de l'ensemble M moins M0, voilà. Donc c'est pas le même M0, hein, j'aurais peut-être dû les appeler avec une autre lettre. Permettez-moi de l'appeler peut-être mu0. Je pense pas que c'est forcément habituel d'utiliser des lettres grecques pour les entiers, mais bon, c'est pas grave, on va utiliser une lettre grecque. Et donc là, moi, j'affirme que le mu0 qui peut marcher, c'est M1. Alors en effet, si on réfléchit un petit peu, donc pour tout n supérieur ou égal à M1, on a, et là, ça va venir, ça vient de la construction en soi, on peut constater que Pn de alpha, eh bien ça, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Vous pouvez vous amuser aussi à le faire s'il n'y avait pas la construction. Vous pouvez aussi vous amuser à regarder qu'est-ce que ça fait Pn de 1,5, et vous pourriez constater que celui-ci est donc supérieur ou égal à ce qui se passerait si j'avais la série de i allant de 1 à n, donc la série où il y a tous les termes, de 1 à n, de 1 sur 2 à la puissance i, etc. Et voir qu'en effet, on arrive à un truc positif, puisque cette série-là, si je fais tendre n vers l'infini, ça tend vers 0, ce truc-là. Voilà, on aurait pu aussi le faire comme ça. Mais bon, là, je vais directement jouer avec alpha parce que on nous demandera de montrer que bêta n est plus grand que alpha. Donc je m'en sers. J'ai ça. Et puis d'un autre côté, je vois que Pn de 1, eh bien, ça va être 1 moins 1 à la puissance m0, moins 1 à la puissance m1, moins ensuite le reste de la somme. Donc je vais avoir somme pour m appartenant à grand M compris, donc là il faut que je précise que c'est compris, entre M1 strictement et N de 1 à la puissance M. Donc je me retrouve avec ça, et je pense que c'est assez clair que la valeur que j'obtiens est inférieure ou égale à moins 1 du coup. Et donc à cause de ça, là je vois que j'ai une valeur pour laquelle la fonction est positive, j'ai une valeur pour laquelle la fonction est négative, je sais que Pn c'est un polynôme, donc c'est forcément continu sur l'intervalle, donc là notamment alpha 1. Donc ça veut dire qu'il existe
par théorème des valeurs intermédiaires, mais plus précisément de la bijection. Pourquoi? Parce que vous savez que la fonction est strictement décroissante. Il existe un unique bêta n appartenant donc à l'intervalle alpha. Donc alpha alors, alpha, faut le prendre parce que ça peut être égal à 0, mais pour 1, vous voyez que c'est strictement plus petit que 0, donc on peut très bien enlever 1, il n'y a pas de problème. Donc il existe un unique bêta n tel que vous avez Pn de bêta n qui est égal à 0. Voilà, donc on a réussi à démontrer ça. Et puis on fait la même chose pour f. Donc, je vais peut-être effacer ici. On fait la même chose pour f et on a la même conclusion. Je ne vais peut-être pas faire tout le détail, mais on fait la même chose pour f. Donc, de même pour f, parce qu'on peut constater que f' de x, ça va être négatif strict également. Et en effet, à condition que le nombre d'éléments dans M c'est égal à 2, ce qu'on a donc déjà vérifié, on peut constater que la limite quand n tend vers l'infini de f de 1, et soit ça tend vers moins, moins infini, si la cardinalité de m est infinie, soit ça va tendre vers quelque chose, une certaine limite qui va être plus petite que moins 1, puisqu'il y a au moins 2 éléments dans l'ensemble M. Donc quoi qu'il arrive, il y a forcément un moment où on est dans les négatifs, et il y a forcément un moment où on est dans les positifs, qui est le cas f de 1,5 par exemple. Et donc, f de 1,5, ça va être justement 1 moins la somme des 1,5, blablabla, et vous pouvez ensuite le minorer par 1 moins la somme des 1,5 à la puissance n, etc. Donc vous allez vous retrouver avec un truc négatif. Qu'est-ce que j'ai fait comme... Non, c'est supérieur, c'est ça que je veux, supérieur. C'est supérieur ou égal à ça, et vous arrivez à ce truc-là, qui va être supérieur ou égal à 0. Donc à la fin, vous pouvez encore une fois appliquer le TVI et trouver qu'il existe un unique bêta dans l'intervalle 1,5, 1, tel que, eh bien, vous avez bêta, f de bêta, est égal à 0. Et ce bêta, ça doit être alpha, puisque vous savez déjà qu'il y a l'égalité pour alpha grâce au petit exocode numéro 137 que j'ai invoqué. Vous savez que alpha convient pour avoir une racine. Donc, pour avoir un 0 de notre fonction f. Je ne devrais pas forcément parler de racine, puisque f est une série entière. Mais bref, peut être une série entière. Mais bref, en tout cas, voilà globalement ce qui se passe. Alors bien sûr, vous pouvez distinguer des cas, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez très bien distinguer des cas où M est un ensemble fini, M est un ensemble infini, bien sûr. Bon, moi ici, je décide d'essayer d'uniformiser le raisonnement et de le faire pour tout le monde. Donc très bien, on a une suite bêta n qui a l'air de se dessiner à partir de ce M1. Donc mu0, on pourra le remplacer par M1 par la suite. Je vais peut-être même le faire maintenant. Ok, et maintenant, eh bien, on arrive à la dernière étape, montrer que bêta n tend vers alpha. Donc, montrer que bêta n d'abord converge, puis que ça tend vers alpha. Et là, vous allez voir que c'est très joli, et c'est pourtant, en tout cas, c'est une méthode très classique quand on étudie des racines, ou en tout cas des solutions à des équations qui sont paramétrées par des entiers. Ça, ce que je vais faire là, c'est un réflexe très classique dans ce type d'exercice. Hop. Donc, montrer que bêta n converge vers alpha. Et le truc le plus bête que je vais faire, c'est tout simplement de regarder Pn plus 1 de bêta n. Parce que quand on voit ça, et qu'on a envie de montrer que bêta n tend vers alpha, on pourrait se dire, il suffirait de montrer que bêta n décroît. Puisqu'on a maintenant la minoration, donc si bêta n décroît, on a une convergence déjà. Après, restera à vérifier, est-ce que la convergence vers la limite, on peut justifier que la limite, c'est forcément alpha. Bon, on va voir ça, mais déjà on peut vérifier que bêta n est une suite décroissante, et pour ce faire, je vais regarder la fonction à l'étape d'après, calculée au nombre que j'avais trouvé pour bêta n. Et si je fais ça, on va voir que ça me donne 1 moins la somme. Donc en fait, ça me donne Pn. Par construction, en fait, c'est ça la relation. Je vais avoir Pn de bêta n, et puis après, il y a deux cas de figure. Soit j'ai fait moins bêta n à la puissance n plus 1, soit j'ai rien fait. Dans le cas où j'ai rien fait, je me retrouve avec 0, parce que je sais que bêta n, c'est la racine de Pn. De l'autre côté, je vais me retrouver avec moins bêta n à la puissance n-1. Et comme bêta n est strictement positif, ce truc-là est donc strictement négatif.
Et par conséquent, eh bien, ça veut dire comme Pn plus 1 est décroissante stricte, ben, ça veut dire que bêta n plus 1 n'a pas d'autre choix que d'être plus petit que bêta n, puisque bêta n plus 1, c'est une valeur pour laquelle on doit s'annuler pour notre fonction Pn. Sachant que, je répète, Pn est strictement décroissante sur l'intervalle 1 demi 1. Donc on n'a pas beaucoup de choix. Hop. Et donc, bah maintenant que j'ai montré que c'était décroissant, bah je sais que c'est minoré par alpha. Donc la suite est minorée par alpha, ce qui implique par théorème de convergence monotone, que bah, en effet bêta n n'a pas d'autre choix que de converger. Et on va noter L, la limite. Très bien. Alors, un truc qu'on peut constater désormais, c'est que L, ça va être une valeur qui va être plus petit ou égale à toutes les valeurs bêta n. Donc on sait déjà que L va être plus petit ou égal à tous les bêta n pour tout n. Mais on savait aussi que les bêta n sont tous supérieurs ou égal à alpha. Donc ça veut dire que la limite, par passage à la limite, on conserve l'inégalité, donc la limite doit être aussi supérieure ou égale à alpha. Je ne sais pas si vous le sentez venir, mais en effet, on va avoir donc une conclusion qui va sauter très vite aux yeux. Si je regarde f de L, par conséquent, f de L se doit d'être négatif. Parce que je sais que f est strictement décroissante, et que bah, là, j'ai alpha, je sais que f de alpha fait 0, donc par stricte décroissance, j'ai forcément que f de L doit être inférieur ou égal à f de alpha, qui est égal à 0. Voilà, donc j'ai déjà cette première chose. Et maintenant, la deuxième chose qui se passe, c'est la suivante, et c'est là où on voit la convergence des Pn par rapport au f qui est utile. Donc vous savez que Pn de alpha par rapport à Pn de bêta n, bah, Pn de bêta n ça fait 0, et Pn encore une fois est une fonction décroissante. Vous savez que alpha est plus petit que bêta, donc Pn de alpha doit être plus grand que, enfin Pn de alpha, Pn de la limite, pardon, doit être plus grand que Pn de bêta n. Et maintenant vous passez ça à la limite quand n tend vers l'infini. Voilà. Et les Pn de bêta n, bah, enfin, j'ai même pas besoin de regarder cette limite-là, j'ai pas besoin. Donc je viens de montrer que pour tout n, on a ça. Et donc, bah, par passage à la limite, par convergence simple, voire même si vous voulez convergence uniforme sur tout segment, mais convergence simple, ça peut suffire, Pn tend vers f sur L, donc ça veut dire que ici j'ai f de L, et bah, de l'autre côté, je vais avoir 0, parce que j'ai dit que c'était toujours supérieur ou égal à 0, donc j'utilise juste, encore une fois, la conservation des inégalités par passage à la limite, et là j'ai f de L qui doit être positif. Et là, vous voyez que f de L doit être à la fois positif et négatif, ce qui veut dire que f de L est égal à 0. Or, il n'y a qu'une seule valeur qui s'annule, qui annule f dans l'intervalle 1 demi 1, et cette seule valeur, bah, c'est alpha. Donc ça implique que L est égal à alpha. Puisque L, notons-le, L appartient toujours à l'intervalle 1 demi 1 strictement, étant donné que L doit être plus petit strict à bêta 1, qui est lui-même plus petit strict à 1 demi. Donc par passage à la limite, je dois être inférieur ou égal à bêta 1 si vous voulez, et du coup, bah, j'ai pas trop le choix, je suis inférieur strict à pas un demi. Je vais mettre 1, excusez-moi. Par passage à la limite, on peut confirmer que L est nécessairement dans l'intervalle, toujours dans le même intervalle, 1 demi 1. Voilà, bah maintenant on peut conclure, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même très joli comme résolution. On fait vraiment appel à très peu d'outils, quoi. C'est quand même dingue. Donc maintenant on peut terminer la résolution. Car en effet, vous pouvez constater, on ne l'a pas dit au début, mais les Pn, c'est des polynômes dans E. Donc ça veut dire que les bêta n, c'est des éléments dans A. Donc dans A intersecté par 1 demi 1. Et qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que bêta n, quand n tend vers l'infini, tend vers alpha, qui est mon élément dans 1 demi 1 que j'ai choisi au préalable. Donc qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer en effet la densité de l'ensemble A dans B. Donc que A inter 1 demi 1 est dense dans l'intervalle 1 demi 1. Et par symétrie, on conclut.
C'est QFD. C'est quand même marrant, hein, comme résolution. Donc voilà, alors oui, je suis étonné de voir qu'il n'y a pas, j'ai pas pu trouver cette résolution sur le net. Personne n'a peut-être pensé à ce type de résolution. En fait, la résolution que j'avais vue et qui était une des premières idées qui m'était venue à l'esprit, c'est le fait que je peux montrer que la suite des PN converge uniformément vers F, sur tout segment, et puis pareil pour les dérivés, PN' convergent uniformément vers F'. Et en constatant que F' de alpha est négatif strict, ça veut dire que les Pn' autour de alpha, au bout d'un certain rang, donc au bout d'un certain n, ça va être strictement négatif. Et donc je peux juste m'amuser, parce que je sais que Pn tend vers 0, enfin je sais que Pn de alpha tend vers 0, je peux juste m'amuser à dire, je vais regarder juste un tout petit peu à côté de alpha, donc alpha et alpha plus h, je vais regarder juste un tout petit peu à côté de ce alpha, je vais regarder comment se comporte un développement de Taylor, une formule de Taylor d'ordre 1, sur ma fonction f. Je vais regarder aussi un développement encore d'ordre 1 de formule de Taylor pour mes Pn. Et puis je vais comparer ces choses-là. Et à la fin, au bout de ces comparaisons, je pouvais conclure qu'il va exister un h pour lequel je peux affirmer qu'il va y avoir un Pn de alpha plus h qui va être négatif. Et donc, je vais encore une fois utiliser le TVI pour conclure. Sauf que cette résolution est hyper technique, parce qu'il faut vraiment bien justifier à la fin, parce que bon, vous avez beau écrire au brouillon que oui, vous allez avoir un H, un epsilon qui vont être indépendants d'ailleurs, l'un par rapport à l'autre, et à la fin, vous pourriez très bien dire que je vais choisir les valeurs de alpha et les valeurs de epsilon et de H de façon à ce que ce soit aussi petit que je veux pour que seul le F' de alpha l'emporte sur tout ce calcul et donc donne quelque chose de négatif. Vous avez beau dire ça, mais il faut quand même justifier point par point cette chose. Et ça, je l'ai vu nulle part d'ailleurs, cette justification point par point de la chose, du fait que ça passait par ces points-là. Et donc, parmi les enregistrements que j'avais fait de l'exercice tout entier, donc en fusionnant les 3 exercices, j'avais proposé une résolution dans ce sens-là. Mais en me revoyant faire, donc, voilà, c'est comme quoi c'est toujours utile de regarder les vidéos qu'on fait soi-même, en me revoyant faire, je me suis dit, mais en fait, on peut faire beaucoup plus simple que ça, parce que oui, ok, cette idée, c'est quand même une très bonne idée, n'empêche, parce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé quelque part d'autre. Si vous avez une fonction, une suite de fonctions qui convergent uniformément vers une autre fonction et dont les dérivés c'est un peu pareil, et vous savez que la dérivée elle est négative stricte, vous savez alors que autour de alpha pour un n assez grand, Pn va être strictement décroissante. Et en jouant là-dessus, si votre Pn tend vers 0, il y a moyen de dire qu'il y a un moment, on va se retrouver avec un petit intervalle autour de alpha, donc alpha, alpha plus h, où il va y avoir une racine. C'est quand même une très jolie technique. On va pas se mentir, c'est quand même une très jolie technique qui pourrait s'employer dans un cadre un peu plus général que celui qu'on vient de faire là. Sauf que dans ce cadre-là, on pouvait largement simplifier les choses, parce que juste avec cette observation que la dérivée est négative, alors là, au lieu de regarder dans un voisinage, je bégaye, tout va bien, au lieu de regarder dans un voisinage, on pouvait juste remarquer que nos dérivées pour f et Pn, elles étaient tout le temps négatives sur l'intervalle 1,5, 1. Et ça nous permet de nous sauver de tous les points de localité qu'il aurait fallu regarder si on avait dû utiliser l'autre technique utilisant ces développements de Taylor. Et ça nous sauve énormément de technicité. Et donc j'ai été surpris de voir que il n'y a pas de résolution qui vont dans le sens que j'ai proposé ici, en disant en fait partons juste du fait que les dérivés sont négatifs stricts sur les intervalles qu'on est en train de regarder. Et à partir de là, conclure. Donc je suis un peu étonné de ne pas voir ce type de résolution. Et maintenant c'est fait, je le propose sur Internet et j'espère que ça vous a plu de voir cette résolution complète avec la densité. Et cela a simplifié énormément la résolution que j'avais au départ pour cet exercice, inspiré donc de ce type de résolution utilisant Taylor et tout ça. Ça n'empêche que ça reste quand même une technique très sympa, ce passage par Taylor, mais vraiment là, j'espère que vous avez pu apprécier en fait à quel point la résolution est simple à partir juste d'outils de première année de classe préparatoire. Le seul moment où j'ai utilisé des outils de deuxième année de classe préparatoire, c'est quand j'ai dû étudier ma série de fonctions et éventuellement quand j'ai dû montrer qu'on avait une convergence uniforme, même si une convergence simple suffirait amplement. Mais au moment où je vous ai posé la petite question de convergence uniforme, là oui, c'est bien d'avoir un peu de connaissance de deuxième année de classe préparatoire pour un peu plus apprécier ce passage-là. Mais pour le reste, c'est vraiment que des outils de première année de classe préparatoire. Et je trouve ça super joli. Et ce sont des outils qu'on utilise quand même assez souvent à travers d'autres types d'exercices faisant intervenir des polynômes ou de l'analyse fonctionnelle de manière générale.
Voilà. Donc c'est pour cela que je voulais finalement vous partager quand même tout ça, parce que c'est un exercice déjà, c'est un exercice XENS, donc c'est toujours utile d'attaquer des exercices un peu plus poussés. Et puis aussi pour tous les outils qu'on a dû déployer pour résoudre cet exercice. Je vais en terminer là avec mon blabla. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours, voire même d'autres idées de résolution que vous avez pu avoir par rapport à cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette et de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.